La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. Les Royaumes-Unis coupent dans leurs subventions pour les véhicules électriques. La Ville de Laval prolonge sa subvention pour les véhicules électriques. Nous recherchons un directeur régional à l'AVIC pour la capitale nationale. Tesla aura son usine en Chine. Google Maps permet maintenant de repérer les bornes de recharge pour véhicules électriques. Purolator roule avec un camion électrique dans la ville d'Ottawa. Ça sera le salon de l'auto de Los Angeles dans quelques semaines à peine. Beaucoup de nouveautés. La Tesla Model 3, on parle avec 2 propriétaires très heureux de leur acquisition. Une entente avec Flow et ChargePoint. Tout ça et bien plus encore dans ce 43e épisode du balado Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur webmestre et porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast dédié 100% aux voitures électriques. Comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon 2 semaines, que vous profitez de ces belles journées d'automne, les feuilles. C'est le temps d'aller faire un petit tour là, dans les Laurentides pour les gens de la région de Montréal ou peu importe où vous êtes au Québec. Il fait super beau, c'est des belles journées. Profitez-en avant que la neige nous rende la vie un petit peu plus difficile. Je veux remercier tous les gens qui m'écoutent sur une base régulière et qui me laissent des petits courriels à martin@aveq.ca. Je reçois de plus en plus de courriels de gens qui m'écrivent là, pour me dire qu'ils écoutent le podcast. J'apprécie beaucoup parce qu'en fait, c'est pas mal la seule façon que j'ai de savoir qui écoute et la quantité de gens qui écoutent. J'ai quelques petites statistiques, comme je l'ai déjà dit, via l'interface de iTunes puis tout ça. Mais on est diffusé maintenant sur plusieurs plateformes puis on finit par perdre le compte, le décompte final de la quantité de personnes qui nous écoutent. J'ai également, depuis 2 semaines, 3 semaines, on est diffusé sur Spotify. Donc, les gens qui sont abonnés à Spotify, il y a une catégorie podcast. Si vous tapez Silence on roule, vous allez nous trouver là. Donc, on a de nouveaux auditeurs qui nous arrivent par le biais de Spotify. Et c'est disponible partout. Hein. Donc, on a des gens, pas juste du Québec, en fait. On a des gens d'un peu partout sur la planète, des francophones d'un peu partout sur la planète qui nous écoutent. C'est pas mal le fun. Donc, merci d'être à l'écoute et puis ça nous fait plaisir là, de vous savoir parmi nous. Écoutez, cette semaine, on a un podcast méga chargé avec une entrevue avec des propriétaires de Tesla Model 3. Beaucoup d'engouement alentour de ce modèle de Tesla. Donc, je voulais vous partager ça aujourd'hui. Puis également, on a eu une grosse nouvelle cette semaine avec le partenariat qui a été mis au grand jour entre la compagnie, le réseau Flow, en fait, le réseau Flow, le réseau de bornes de recharge canadien et ChargePoint, qui est le plus gros réseau de bornes de recharge américain. Donc, une entente là, de réciprocité qui permet aux gens d'un pays ou de l'autre là, d'utiliser les réseaux de l'un ou l'autre des pays avec les applications mobiles. Donc, c'est pas mal intéressant et j'ai une entrevue également pour parler de ce sujet-là. Donc, étant donné que je veux pas que le podcast de cette semaine dure 1h30, on va tout de suite passer aux actualités pour, par la suite, pouvoir vous présenter ces entrevues-là. Donc, on y va tout de suite avec les actualités. Vous avez une entreprise qui œuvre dans le domaine des voitures électriques. Vous aimeriez faire de la publicité là où l'auditoire est constitué à 100% d'adeptes de véhicules électriques? Écrivez-nous à info@aveq.ca afin d'avoir toutes les modalités de publicité, autant dans la balado-diffusion que sur notre site web et nos autres médiums.
Alors, une mauvaise nouvelle du côté de nos amis européens. À partir du 9 novembre prochain, les véhicules hybrides branchables ne seront plus subventionnés au Royaume-Uni. Le gouvernement anglais a aussi annoncé que la subvention pour les voitures électriques sera réduite, passant de 4 500 livres à 3 500 livres. Alors, c'est toute une surprise car le gouvernement anglais avait lancé plus tôt cet été une véritable profession de foi en faveur de l'électrification des transports avec un plan détaillé pour se débarrasser de la voiture à essence d'ici 2040. Donc, en vigueur depuis 7 ans, le programme anglais a distribué 160 000 subventions, dont 100 000 pour des véhicules hybrides branchables. On le sait, la ville de Laval était la seule ville au Québec à offrir une subvention de 2 000 $ à ses citoyens qui font l'achat pas d'une borne, mais d'une voiture électrique. Donc, le gouvernement, par son programme, donne 8 000 et la Ville de Laval donne 2 000. Donc, c'est un total de 10 000 $ de subvention qu'un citoyen lavallois reçoit à l'achat d'une voiture électrique. Le programme a été très populaire, tant et si bien qu'une fois arrivé à la fin de ce qui avait été prévu comme somme, eh bien, le conseil municipal a accepté en début de mois de rallonger de 400 000 $ les sommes allouées à ce projet. Unique au Canada, le programme permet aux citoyens d'obtenir un coup de pouce de 2 000 $ supplémentaires à l'achat de la voiture qui s'ajoute aux 8 000 du gouvernement. Et il y a déjà également une subvention pour les vélos électriques de 400 $. Il y a un engouement et on est bien heureux d'augmenter la quantité de véhicules électriques sur les routes, nous a affirmé Virginie Dufour, conseillère municipale et membre du comité exécutif, lundi matin. En se basant sur les ventes de voitures électriques sur le sol lavallois l'année précédente, l'administration avait prévu accorder une centaine de subventions. Elle a déjà reçu plus de 163 demandes en 6 mois. Vous êtes un amateur de voitures électriques, vous aimez donner un coup de main lors d'événements, vous êtes dans la région de la Capitale-Nationale et vous voulez donner un coup de main supplémentaire à l'association, eh bien, sachez que l'AVEQ est à la recherche d'un nouveau directeur régional pour la région de la Capitale-Nationale. C'est une belle opportunité de partager votre passion pour les véhicules électriques auprès de gens de votre région par vos idées et votre énergie. Ce qu'on demande de vous, c'est de vous tenir informé en lien avec les positions de l'association de façon à pouvoir les véhiculer lors d'événements, d'être la personne ressource pour les bénévoles de votre région et d'organiser et coordonner au moins un événement par année avec essais routiers de sensibilisation au public. Évidemment, on a toute une organisation pour supporter les directions régionales, donc ne vous inquiétez pas. Si ça vous intéresse, on va vous aider, vous encadrer, vous coacher de façon à ce que vous puissiez faire ce coup de main à l'association de la façon la plus facile possible. Si c'est quelque chose qui vous intéresse ou que vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez écrire à coordination au singulier @aveq.ca. Jaguar confirme avoir livré son premier véhicule multisegment électrique, le I-Pace, lundi dernier. Et le tout, quelques semaines en avance sur la date qui était prévue. C'est un véhicule qui est très attendu car c'est le premier véhicule que certains considèrent comme le vrai rival de la Model S et de la Model X. Tesla fait l'acquisition du terrain pour bâtir sa première usine hors États-Unis et ça serait en Chine, à Shanghai. Tesla a signé mercredi une entente pour acquérir l'espace nécessaire afin d'ériger son usine, malgré les dissensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Tesla planifie en effet la construction de son usine à compter de juillet prochain, maintenant que le gouvernement chinois a décidé de lever les restrictions qui interdisaient aux manufacturiers de véhicules électriques étrangers d'être propriétaires uniques de leur entreprise. Cette décision permettant une croissance plus rapide de cette industrie en Chine. La Chine est le plus gros marché pour les véhicules électriques au monde et représente pour Tesla son deuxième plus gros marché après les États-Unis. Google Maps permet maintenant de localiser des bornes de recharge pour véhicules électriques. Comme pour les commerces, les utilisateurs peuvent ajouter des photos de l'endroit et attribuer une note et rédiger des avis. Officiellement, Google s'est associé à Tesla et à ChargePoint, mais les bornes du réseau circuit électrique sont répertoriées elles aussi, y compris les BRCC et les niveaux 2 offertes par les partenaires comme Saint-Hubert. Par contre, les bornes du réseau Flow ne semblent pas encore répertoriées au moment de vous faire ce podcast. Pour le moment, les informations disponibles sur chaque installation restent sommaires. Les outils usuels qu'utilisent les électromobilistes comme ChargeHub ou PlugShare demeurent plus performants et complets. Mais selon Google, il sera bientôt possible de consulter le nombre de bornes ainsi que les types de ports disponibles ou encore leur vitesse de charge. La firme de messagerie Purolator a depuis quelques mois mis à l'essai un camion électrique Cummins dans la région d'Ottawa.
Le véhicule a déjà accumulé plus de 10 000 km sans émettre un seul gramme d'émissions de gaz. De plus, comme il est propulsé par un moteur entièrement électrique fournissant 62 kWh d'énergie, ces tournées se sont faites dans le silence, diminuant ainsi le niveau de pollution sonore. L'hiver étant tout proche, le camion électrique devra faire ses preuves en temps froid, mais on sait déjà qu'il peut supporter les grandes chaleurs vécues l'été dernier à Ottawa. Selon les informations obtenues de Cummins, le camion a parcouru jusqu'à maintenant en moyenne 35 km quotidiennement et la compagnie désire augmenter son itinéraire journalier à 70 km. Une petite nouvelle inattendue, Tesla lance une version intermédiaire de la Model 3 au prix de base de 58 800 $ canadiens. Cette version plus accessible reprend la configuration Rear-Wheel Drive avec une autonomie de 418 km. On commence à jouer dans les plates-bandes de la Bolt, la Kona EV ou la future Leaf 60 kWh. La concurrence va se faire chauffer les fesses avec un prix de base de cette version mid-range qui comprend l'intérieur haut de gamme et un toit en verre teinté intégral ainsi que les connectivités haut de gamme durant une année complète comme les autres. Elle vient de base avec la peinture noire et les jantes de 18 pouces. Les Canadiens peuvent espérer un délai de livraison entre 6 et 10 semaines. Gros salon de l'auto qui s'amorce aux États-Unis avec le salon de Los Angeles 2018 du 30 novembre au 8 décembre. Et il va y avoir plusieurs nouveautés. Toyota, Volkswagen et des nouveaux manufacturiers comme Byton et Rivian devraient dévoiler plusieurs nouveaux projets mettant l'accent sur l'électrique. Toyota devrait présenter 5 véhicules, dont un ou plusieurs hybrides. Subaru présentera une version hybride rechargeable, alors que la compagnie chinoise Byton présentera la K-Byte et la M-Byte, 2 véhicules entièrement électriques. Près du tiers des dévoilements qui auront lieu cette année concernent des voitures électriques ou mues par une énergie alternative. La mission de l'AVEC se résume comme suit. Donner une information neutre et objective aux électromobilistes actuels et futurs, tout en représentant leur intérêt auprès des acteurs du milieu. L'AVEC se veut aussi un acteur stimulant en matière de politique québécoise en transport électrique avec plusieurs participations à des commissions parlementaires. Elle est également une référence en électromobilité pour de nombreux médias québécois. Ce que vous pouvez faire pour l'AVEC? Si vous avez une bonne plume, nous recherchons des rédacteurs. Si vous êtes propriétaire de véhicules électriques, participez à nos forums pour partager votre expérience. Vous connaissez un propriétaire de véhicules électriques? Faites-lui connaître notre site. Vous connaissez un vendeur de véhicules électriques? Laissez-lui notre carte d'affaires. Vous voulez installer une borne chez un commerçant ou au travail? Consultez nos guides. Vous voulez vraiment nous faire plaisir? Devenez membre de notre association. Vous voulez devenir partenaire ou annoncer sur notre site? Contactez-nous à info@aveq.ca. L'Association des véhicules électriques du Québec, la référence en électromobilité. On le sait, la Tesla Model 3 fait couler beaucoup d'encre et ce soir, pour en parler, on a 2 propriétaires. Alors, j'ai nommé Renaud-Pierre Bérubé et Alan Mingan. Messieurs, bonsoir. Bonjour. Hey, salut Martin. Ben, bonsoir, messieurs. On va parler de la Tesla Model 3 et on va essayer de donner une idée à nos auditeurs de ce que c'est au quotidien vivre avec une Tesla Model 3. On le sait que le modèle a été annoncé ça se calcule plus en mois, c'est en années. Les gens souvent étaient sur une liste d'attente, ont attendu très longtemps pour obtenir le véhicule. Et là, il commence à y en avoir beaucoup sur les routes. Ça sort à vitesse grand V. Les livraisons sont hyper rapides. Beaucoup de livraisons chaque jour. Alors, vous, messieurs, ce que j'ai envie de savoir pour commencer, c'est si la Tesla Model 3 est votre première expérience en voiture électrique ou si vous en aviez déjà une. Oui, j'ai la chance d'avoir des voitures électriques depuis 2014. Donc, j'ai eu une Smart électrique. Ça a été mon premier VE à vie.
J'ai eu une Leaf que j'ai encore aujourd'hui, qui est notre deuxième voiture, qui a accompagné la Smart. On a remplacé la Smart par un Model X que j'ai eu pendant à peu près 2 ans. Puis j'ai vendu le Model X. Puis aujourd'hui, notre duo, c'est toujours notre bonne vieille Leaf et la Model 3. Et vous, de votre côté, M. Mingan? Oui, c'est ma première. J'ai fait 9 ans d'hybride et j'étais plus capable de mettre de l'essence, même dans une hybride. J'étais rendu là, donc ma première électrique. Comme j'ai dit précédemment, pour les premiers qui ont eu la voiture, ben ça signifie qu'ils ont été sur une liste d'attente. Pour donner notre nom, ben il y a eu un événement où les gens à Montréal faisaient le pied de grue devant les bureaux de Tesla pour être les premiers à donner leur nom, réserver la Tesla Model 3 et puis ainsi espérer pouvoir mettre la main sur ce précieux véhicule dans les premiers moments de la livraison. Alors, j'aimerais savoir si vous étiez de ceux-là. Pour commencer, M. Mingan. Oui, en fait, moi, je n'étais pas sur place physiquement. J'ai fait la réservation par Internet, mais avant le dévoilement. Donc, avant même de voir la voiture dans la présentation, dès que les réservations ont ouvertes sur Internet, j'arrêtais pas de faire des refresh sur mon écran. Et dès que j'ai eu accès, j'ai tout de suite rentré mon nom pour la voiture avant même de la voir. Je voulais même pas attendre le 15 minutes avant la présentation. C'était directement réservé. Donc, même en ayant passé par Internet, ça veut donc dire que vous avez eu votre voiture rapidement? Oui, je l'ai reçue en juin, donc effectivement dans les premières. Et vous, de votre côté, M. Bérubé? Moi, c'est un cas un peu particulier. J'ai travaillé chez Tesla pendant 4 ans et demi à peu près. Donc, j'ai eu l'occasion, chez Tesla, les employés payent le même prix, mais pour la Model 3, on a eu un petit spécial dans le sens où on pouvait réserver quelques semaines à l'avance. Donc, je suis probablement un des seuls au Québec qui a une réservation depuis un peu avant tout le monde. Puis, je n'avais pas vu le produit non plus. J'avais aucune espèce d'idée de quoi le produit avait l'air. Mais pour tous ceux qui sont venus réserver le véhicule sur férié, je suis arrivé aux petites heures de la nuit pour ouvrir le magasin. Puis, on a tous été très surpris de voir la grosseur du line-up. Mais j'ai vécu cette journée-là entièrement. Là. Je vous dirais que ça a été à peu près 20 heures de travail là, du début à la fin sans arrêt cette journée-là. Donc, ça a été très intense, mais je m'en rappelle comme si c'était hier. Parfait. Alors maintenant, j'aimerais qu'on aborde le plaisir ou l'expérience de conduire une Tesla Model 3. On le sait, ça a beau être le modèle, le petit modèle de Tesla, la Model 3, ça reste que c'est quand même une voiture de prestige, une voiture haut de gamme. Et peu importe ce qu'on a conduit avant, je pense que tout le monde s'entend pour dire que conduire une Tesla, c'est quelque chose de particulier. Alors, si on y va avec vous, M. Mingan, quelle est votre perception face à la conduite? En fait, c'est très simple. Quand on dit que c'est une voiture exceptionnelle à conduire, c'est vraiment une voiture exceptionnelle à conduire. Ça se rapproche de rien avec des voitures conventionnelles. Oui, il y a l'aspect conduite électrique qu'on peut connaître avec d'autres véhicules, la conduite à une pédale, mais je veux dire l'instantanéité de l'accélération, la façon dont la voiture répond, la conduite, je veux dire, pour moi, c'est juste incroyable. Me passer de cette voiture-là, c'est quasiment impossible. Je veux dire, on se bat avec ma femme pour la conduire. C'est à tel point on aime la conduite de cette voiture-là. C'est vraiment un autre monde. Tesla, comme Elon Musk l'a déjà dit, ils feront jamais de voiture lente. Puis effectivement, c'est une voiture qui est rapide, qui répond instantanément. Je veux dire, on a l'impression d'avoir une voiture de sport dans une voiture, je veux dire, oui, elle a un look quand même sportif, mais je veux dire que c'est l'équivalent de performance d'une voiture qui sont beaucoup plus chères que celle-là. Puis je veux dire, le plaisir, puis le fait de ne pas polluer, l'instantanéité, pas de bruit, je veux dire, c'est incroyable comme voiture. Puis quand on s'y habitue, on ne veut plus conduire autre chose. C'est effectivement un feeling qui semble partagé par plusieurs propriétaires de la Tesla Model 3. J'ai envie de poser une petite question maintenant à M. Bérubé. Compte tenu du fait que vous avez quand même une expérience de voiture électrique un peu plus grande, vous avez essayé plusieurs modèles, même plusieurs modèles chez Tesla. Quelles sont les caractéristiques propres de la Tesla Model 3 qui nous permet de donner une couleur ou de donner de décrire un style de conduite à cette voiture-là? Donc, si je vous demandais dans vos propres mots là, de me parler de la conduite d'une Tesla.
Tu sais, les qualités de voitures électriques, on les reconnaît dans tous les véhicules. Tu sais, que ce soit l'instantanéité du couple, le silence, ça, c'est des standards dans tous les véhicules électriques. Au niveau de la Model 3, moi, je te dirais, là, pour avoir conduit pas mal de véhicules électriques, comme tu disais, puis beaucoup de Tesla aussi, c'est un véhicule, comment je pourrais dire ça? Écoute, à mes yeux, à moi, puis tu me demandais de ne pas le comparer, mais je vais le faire quand même, la Model X versus la Model 3. Pour moi, la Model 3 est plus accomplie, est plus finie que le Model X. On sent qu'il y a une espèce d'évolution dans la qualité des produits de façon générale. Le package complet de la 3 est un peu plus fini, est un peu plus travaillé. On a moins de bruit de route, on a moins de bruit de vent dans la 3 que dans la Model X. Puis par rapport aux autres véhicules, Alan en parlait tantôt, la 3 elle a un look quand même racé. C'est un véhicule qui a un style sportif, mais le niveau de confort est là aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont propriétaires de Leaf au Québec. On est propriétaire de Leaf dans ma famille. On adore la Leaf pour son confort, mais la 3, c'est pas un compromis de confort. C'est un véhicule qui reste très confortable. Puis moi, je te dirais les choses qui m'ont le plus impressionné avec la 3, c'est l'espace intérieur qui est ultra généreux. Encore une fois, c'est un peu... Le look va vraiment contre... On se confond. Là, on regarde la voiture, on n'a pas l'impression qu'on aurait beaucoup d'espace dedans, mais à l'intérieur, c'est très, très ouvert, c'est très open space, puis on a beaucoup, beaucoup d'espace. Puis même le coffre, malgré que ce n'est pas un hatchback, il y a beaucoup de gens qui préféraient un véhicule hatchback, puis au Québec, on est des champions d'achat de véhicules hatchback, mais le coffre est très généreux. Là. J'ai été chercher une balayeuse centrale, je l'ai rentrée dans le coffre complètement avec les bancs debout. L'espace entre les roues est très large, fait que pour des grands items, là, quand on va Ikea, des choses comme ça, c'est vraiment, vraiment bien comme package général. C'est incontestable que la Tesla 3 est remplie de fonctionnalités tripantes et de performances, en tout cas, même si, et je le répète, là, pour Tesla, c'est le petit modèle, mais en fait, c'est un petit modèle qui est quand même haut de gamme si on la compare à plein d'autres. Il en demeure pas moi que c'est une voiture très technologique, donc plusieurs fonctionnalités que plusieurs voitures à essence aimeraient retrouver, puis plusieurs particularités aussi qui sont inhérentes là, au fait que c'est une voiture électrique, mais avec, comme on dit, le tout poussé à un degré encore plus grand que chez les autres manufacturiers. Si on reste dans les choses plus techno, plus high-tech, qu'est-ce qui vous a frappé dans la Tesla 3 côté technologie embarquée dans le véhicule? C'est sûr que ce qui surprend aussi beaucoup de monde, c'est la ventilation, la fameuse ventilation de la Model 3 qui est unique. Il n'y a aucune voiture au monde qui ressemble à ça. Donc, c'est une barre complète. Dans le fond, on peut diriger le flux, la direction, on peut le splitter en deux. Écoute, c'est tellement unique à cette voiture-là. Puis, j'adore le concept. Qu'à chaque fois que je le présente à quelqu'un, je veux dire, le monde n'en revienne pas. Puis on parle juste d'une ventilation, là, je veux dire, on ne réinvente pas le monde, mais Tesla a créé quelque chose de spécial avec cette ventilation-là, qu'on dirige bien sûr depuis l'écran, puisque tout se dirige depuis l'écran. Puis effectivement, le fait que il n'y a quasiment aucun bouton dans la voiture. C'est simple, récemment, j'ai vu un Jeep Cherokee, il y avait plus de boutons juste sur le volant que dans toute la Model 3 au complet. Donc, je veux dire, on arrive dans un nouveau monde dans lequel on s'habitue très rapidement de ne pas avoir beaucoup de boutons physiques et que ce soit géré par l'écran, mais surtout la ventilation, c'est vraiment tout un design, tout un concept qu'ils ont eu Tesla là-dessus. Ben là, vous m'ouvrez une porte que je veux utiliser. Parlons-en de l'écran. Donc, on sait que dans les Tesla, il y a un écran qui est à la verticale dans les Tesla S, par exemple, mais qui, là, est à l'horizontale. Un grand écran, comme si on avait un gros iPad sur le côté. Et c'est uniquement ça. Il n'y a aucun autre voyant, aucun autre témoin. Toutes les indications dont on a besoin sont sur cet écran-là qui est central dans le véhicule, sur le tableau de bord. C'est pas un peu dérangeant. Certaines personnes disent que c'est distrayant de regarder toujours à droite, là. Moi, je te dirais, au contraire, c'est vraiment relaxant. J'ai un ami à l'époque, quand j'étais adolescent, que son père avait une Saab. Puis dans les Saab, à l'époque, il y avait une fonction pour la conduite nocturne, où toutes les espèces de lumière dans le véhicule s'éteignent, sauf pour la vitesse. Puis ça amène un genre d'élément zen là, quand on est en conduite nocturne. Fait que c'est un peu l'effet contraire. Là. Le fait que ce soit seulement un écran central,
On est libre devant nos yeux. On voit même le nez de la voiture très, très bien. Fait que, non, au contraire. Effectivement, c'est un peu spécial. Les gens sont habitués, là, puis souvent, dans la perception des gens, plus il y a de boutons, plus c'est luxueux. Là, on a juste à s'asseoir dans un produit Porsche ou un produit allemand en général. On a des boutons à profusion. Mais tu sais, c'est un peu l'évolution de l'automobile. Ces boutons-là auront plus de sens dans quelques années avec la conduite autonome. On regarde ce qui est arrivé avec les téléphones cellulaires. On avait à l'époque là, des téléphones flip qui avaient à peu près 22 boutons dessus. Aujourd'hui, les Android, les iPhones n'ont plus de boutons du tout. Là. Fait que ça a évolué. C'est une interface qui est beaucoup plus simple à utiliser. Ça demande de s'habituer, c'est quelques jours, mais un coup qu'on est habitué, le tour est joué. Puis comme il disait Alan tantôt, on s'ennuie vraiment, mais vraiment pas des véhicules traditionnels. Puis non, c'est pas vraiment un problème, là, l'aspect d'écran central. Puis même, ça me rappelle, comme je vous disais, là, l'espèce de sable. Ça avait été un concept pour rendre les véhicules plus sécuritaires qui fonctionne, à mon avis, très, très bien. Puis Martin, je te dirais également que par expérience, mais en fait, mes 4 dernières voitures, l'odomètre, je veux dire, la vitesse était indiquée déjà au milieu. Donc, c'est pas la seule voiture. Je veux dire, moi, comme je vous dis, toutes mes dernières voitures avaient déjà la vitesse indiquée au milieu. Donc, pour moi, ça a été instantané. Donc, c'est pas quelque chose qui est nécessairement dérangeant, puisque justement, il y a d'autres constructeurs qui le font de cette façon-là également. Fait que moi, je pense qu'au contraire, il y a même beaucoup de monde qui disent que plutôt que de baisser les yeux, le fait de regarder légèrement sur la droite, on dirait qu'on garde une meilleure vision de la route parce qu'on descend moins les yeux. Donc, en tout cas, c'est mon impression là-dessus. Une autre fonctionnalité très prisée et appréciée des amateurs de Tesla 3, c'est la conduite autonome là, ou semi-autonome qui vient avec la Tesla. Je sais que c'est une option qu'on peut acheter, mais elle a été donnée en essai pendant quelques semaines dernièrement. Donc, je ne sais pas si vous l'avez essayé là, ou si vous l'avez et quelles sont vos impressions là-dessus. Oui, effectivement. Donc, moi, je l'ai eu en essai, effectivement. Je ne l'avais pas acheté directement avec la voiture. C'est sûr qu'en regardant sur Internet, on a déjà une bonne idée. On s'attend un petit peu, mais c'est toujours impressionnant la première fois qu'on se rend compte que la voiture prend vraiment le contrôle pour rester dans les voies. Ça surprend un peu. J'ai les changements de voie avec le flasher, simplement la voiture change de voie par elle-même. Il faut un laisser-aller quand même, il faut faire une certaine confiance à la voiture quand elle fait les mouvements, mais en même temps, comme Tesla le dit, c'est une aide à la conduite. Donc, il faut toujours rester conscient de son environnement, prêt à interagir. J'ai jamais eu aucune situation, critique lors de mon essai. Tout s'est toujours bien déroulé, mais il faut comprendre que c'est bien une aide à la conduite. Puis effectivement, on n'est pas habitué avec ce laisser aller, donc de laisser la voiture rester dans la voie avec en même temps le régulateur de vitesse adaptatif qui est enclenché au même moment, simplement mettre le flasher, la voiture décide par elle-même que c'est sécuritaire pour le faire. C'est toute une expérience. La seule chose que j'ai pas réussi à faire, c'est la fameuse sortie d'autoroute qu'on pouvait faire également. Là, j'ai jamais réussi parce que nos sorties d'autoroute sont, en tout cas dans mon secteur, les sorties d'autoroute sont assez courtes, donc il n'y avait pas assez de distance pour permettre à la voiture de l'essayer et donc de voir la voiture décélérer par elle-même. Mais c'est vraiment une expérience incroyable. Pour l'avoir essayé moi-même, c'est assez particulier. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi, c'est une fonctionnalité que j'ai pris dans ma Model 3. Je pense que les gens, dépendant de leurs besoins, avec l'emploi que j'occupe aujourd'hui, là, je suis appelé à aller à Québec, à Gatineau, à Sherbrooke assez fréquemment. Donc, j'ai pris l'autopilote parce que c'était intéressant pour mon besoin. Dans le Model X, on ne l'avait pas, par exemple, parce que c'était vraiment un véhicule purement urbain. Mais non, absolument, l'autopilote, c'est une fonctionnalité qui est vraiment, vraiment intéressante. La Model 3 fonctionne très bien. Là, la deuxième version de l'autopilote est rendue au moins équivalente, si ce n'est pas mieux, à la version originale. Puis moi, j'aimerais ajouter, là, peut-être c'est un lien avec les 2 points de conversation pour l'autopilote et pour le cockpit. C'est une évidence, puis chez Tesla, le hardware est prêt pour faire de la conduite autonome. Dans un véhicule qui sera autonome puis qui sera partageable, d'avoir un concept comme le Model 3 où il y a un écran central qui est connecté sur le téléphone, ça va prendre tout son sens. Là. Il n'y a plus vraiment de nécessité d'avoir une série de boutons puis de rendre ça plus complexe pour rien. Mais non, l'autopilote fonctionne vraiment, vraiment bien.
Puis je vais aller dans le sens d'Alan. Aujourd'hui, c'est un système d'aide à la conduite, donc il faut l'utiliser d'une façon intelligente. Mais quand c'est utilisé d'une façon intelligente, c'est vraiment, vraiment bien. Alors, vous venez d'énumérer là un paquet de fonctionnalités fort intéressantes qui sont présentes dans cette voiture-là. Ça reste que la Tesla Model 3 se livre actuellement là, dans un processus qui vise à distribuer les gros modèles en premier. Donc, on est loin du modèle à 35 000 US ou 45 000 canadiens, si vous préférez, modèle de base à propulsion, avec la petite batterie, etc. Là, on vend les modèles plus gros, avec la batterie qui a 500 km d'autonomie, une voiture plus performante. Donc, le prix est pas mal plus élevé. Donc, ceux qui s'attendaient là, à payer 45 000, là, qui étaient sur la liste d'attente, doivent attendre un peu, parce que là, c'est un modèle là, qui ça doit se détailler au moment où on se parle, dans la mouture, j'entends, là, qui est livrée actuellement, pas loin de 70 000 $. Donc, c'est certain que ça peut être un peu rebutant pour certains. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est à peu près, la mienne est à peu près dans les 64 000 avant les taxes et avant le 8 000 du gouvernement. Fait qu'effectivement, on est à peu près dans ces eaux-là. Bon, exactement. Donc, je me trompe pas trop. Et c'est peut-être ça qui fait jaser un peu, parce qu'il y a plusieurs personnes qui, à la boutade, vont dire avec un peu de dérision, Tesla nous avait annoncé une voiture qui était pour être plus accessible, une voiture entre guillemets grand public. Si je suis rendu à payer 80 000 $ ou à peu près pour une voiture, là, lorsqu'on met les taxes dans sa mouture actuelle, on est très loin d'une voiture abordable et grand public. Donc, ça en fait réfléchir plusieurs qui se retournent peut-être. Il y en a qui ont enlevé tout simplement leur nom sur la liste d'attente pour se retourner vers des modèles un peu moins dispendieux, comme la Chevrolet Bolt ou des modèles comme ceux-là. Évidemment, on peut débattre longtemps des caractéristiques de la voiture. Elle est plus chère, mais elle a évidemment des caractéristiques sur plusieurs aspects, en tout cas pas mal intéressant. Mais ça reste que c'est une voiture qui n'est pas pour toutes les bourses et les gens font le calcul. Est-ce que, dans mon cas, c'est rentable de payer une voiture à ce prix-là en fonction du kilométrage par année que je fais? Le retour sur l'investissement est peut-être un peu moins facile à faire, donc ça pourrait en décourager certains. Donc, dans vos cas, messieurs, j'imagine que, il y a l'attrait de la marque, on veut avoir cette voiture-là de prestige, mais à un moment donné, le portefeuille parle aussi, on fait des calculs, puis on se pose la question, est-ce que c'est vraiment la bonne voiture pour nous? Oui, puis en fait, il faut bien comprendre que chaque voiture répond à des besoins particuliers aussi. Moi, avec ma conjointe, on est du genre à beaucoup rouler, faire beaucoup de road trip et puis des fois s'éloigner un peu des centres. Fait que pour nous, la grosse batterie était plus une évidence pour répondre à nos besoins. Et en plus, c'est notre seul véhicule. Donc, c'est vraiment un véhicule qui devait répondre à 100% de nos besoins. Donc, pour nous, c'était une évidence. Par contre, pour quelqu'un d'autre, je peux bien comprendre qu'une Nissan Leaf 2018-2019, il n'y a aucun problème. Ça répond exactement à leurs besoins. Donc, moi, j'y vais vraiment plus avec la philosophie, est-ce que le besoin est là? Donc, ça ne sert à rien d'acheter la grosse batterie si on n'en a pas besoin. Donc, pour moi, c'était vraiment ça correspondait vraiment à ce que j'avais comme objectif d'avoir une batterie un peu plus grosse, effectivement, parce qu'éventuellement, moi, j'ai déjà roulé 15 000 km en 3 mois. Et puis, je veux dire, l'an prochain, je m'en vais en Californie. On veut tourner dans les parcs nationaux, fait qu'on ne sera pas toujours proche d'une borne non plus. Donc, pour nous, c'est une évidence d'avoir une grosse batterie. Ça répond vraiment à notre style de vie, à nos besoins. Puis, je peux bien comprendre que notre voisin peut avoir des besoins bien différents, puis pour lequel une Nissan Leaf, une petite batterie, donc un prix beaucoup moindre, va lui répondre à ses besoins. Donc, moi, j'y vais vraiment plus vers c'est quoi ton besoin? Et si tu en as besoin, ben vas-y, parce qu'effectivement, pour le prix, ça vaut la peine à ce moment-là. Effectivement, chaque cas est différent. Et pour toi? Moi, j'ai pris, on s'est gâté un petit peu, là, on a pris la version 4 roues motrices, la peinture blanc-perle, on a pris l'autopilote, donc on l'a garni vraiment à notre goût. Écoute, non, côté valeur, je pense que le marché est en train de l'indiquer aussi avec les livraisons qui se font puis l'impact que ça a. Le produit est à un prix qui est exceptionnel pour le package qu'on obtient. C'est certain que la version qui est disponible aujourd'hui, qui fait des accélérations fulgurantes puis qui a 500 km d'autonomie, c'est pas un véhicule pour tout le monde. Par contre, je pense que quand la version de base à 45 000 va tomber disponible, les autres manufacturiers vont avoir à s'ajuster parce que quand on regarde le marché aujourd'hui pour un véhicule
qui va offrir 350 km d'autonomie, qui va être très, très performant, qui va être disponible en 4 roues motrices. Les gens du Québec adorent le principe du 4 roues motrices. Écoutez, le prix de 45 000, on le sait, là, les véhicules électriques disponibles aujourd'hui vacillent dans ces prix-là, que ce soit la Bolt ou la Nissan Leaf. Donc, ça va être un véhicule qui devrait faire des gros ravages. Puis, honnêtement, l'idée, c'est pas de faire des ravages par rapport à la Leaf. On veut qu'il y ait le plus d'auto électriques possible, mais je pense que n'importe qui va magasiner un véhicule dans cette fourchette de prix-là, là, entre disons 35 000 parce qu'on considère l'essence, puis 60 000, on va aller chercher des Camry bien équipés, on va aller chercher des petits VUS de luxe un peu bien équipés, on va aller chercher des BMW série 3, des Audi A4. Ça va être très difficile si ces gens-là essayent la Model 3 de ne pas le considérer très, très, très sérieusement parce que le véhicule va être plus performant, plus logeable, plus agréable à conduire, plus technologique pour un prix similaire. Puis après, on va sauver sur le carburant. Puis en passant, tous les prix qu'on dicte là, c'est des prix avant les incitatifs. Donc, on est chanceux au Québec avec le 8 000 $. Ça fait que le produit devient très, très accessible, surtout la version à 350 km. Moi, je suis fermement convaincu qu'au Québec, la version qui va être la plus vendue, ça va être la petite batterie avec le 4 roues motrices qui va être à un prix très, très raisonnable pour obtenir un véhicule de cette qualité-là. Et surtout avec des performances, parce que même la petite batterie va avoir des performances d'accélération qui, je veux dire, surpassent n'importe quelle autre voiture quasiment à essence. Et puis, si on regarde d'ailleurs le profil des personnes qui ont acheté présentement des modèles 3 long range, donc avec la grosse batterie, les 5... Renault pourra peut-être confirmer, mais les 5 voitures qui ont été le plus échangées pour aller chercher ça, c'est des voitures qui sont beaucoup moins chères que la Model 3 Long Range. Donc, on parlait je pense, de Civic, Prius, Leaf, puis je ne sais plus c'était quoi les 2 autres, mais ça montre à quel point aussi le monde sont prêts à payer un premium s'il faut pour avoir un véhicule avec une certaine autonomie. Puis c'est sûr, veut pas, il y a beaucoup de monde qui le disent, Tesla, c'est un nom qui est comme Apple, je veux dire, il y a une certaine aura autour de la marque, donc qui attire aussi du monde qui viennent justement d'acheter un véhicule avec un prix d'achat qui est plus élevé que ce qu'ils avaient jusqu'à maintenant. Martin, il y a l'infrastructure de charge aussi. Donc, on se procure un véhicule qui est backé par une infrastructure de charge qui est là, qui est ultra performant. Donc, c'est un ensemble d'offres. L'offre, elle vient dans son ensemble. Effectivement, je pense que tu viens de toucher à quelque chose de hyper important que les gens ne réalisent pas tout le temps. C'est que la majorité, en fait, la totalité, à part Tesla, là, des bornes de recharge installées, c'est totalement indépendant des manufacturiers. Donc, il n'y a aucune cohésion entre les deux. Donc, ils se vendent des autos, mais les bornes, c'est d'autres entreprises qui les mettent comme ils le peuvent et quand ils le peuvent. Alors que Tesla, leur borne leur appartient, hein, c'est leur installation, ce qui fait qu'il y a un déploiement des bornes de recharge qui est cohérent avec la vente des véhicules. Donc, c'est dans une région ou un État américain donné, il se met à se vendre beaucoup de véhicules Tesla. Tesla va mettre plus de bornes de recharge pour être capable de faire face à la demande. Donc, tout ça est super bien attaché, super bien arrimé, ce qui fait que les gens qui ont des Tesla, ils ont des super chargeurs en quantité. Bon, il n'y en a jamais trop, on voudrait toujours qu'il y en ait plus, mais quand on se compare, je peux vous dire qu'on se console. Hein? Donc, il y a beaucoup de bornes Tesla, c'est bien installé, ça charge rapidement, c'est vraiment hyper performant. Donc, c'est quelque chose qui est loin d'être négligeable. Maintenant, messieurs, une petite dernière question, juste pour avoir votre avis. Dans les dernières semaines, on a vu un peu de déboire de la part de Elon Musk, là, qui a été démis de ses fonctions sur le conseil d'administration là, de Tesla. Non pas comme PDG, mais du conseil d'administration. Donc, est-ce que vous croyez que ça pourrait avoir des impacts sur l'avenir de la compagnie? Écoute, je suis beaucoup les nouvelles par rapport à Tesla. Je pense pas. Il n'est pas retiré de la tête de Tesla, en fait. Hein, il est retiré du conseil d'administration. C'est pas très, très fréquent qu'un CEO d'une entreprise est aussi à la tête de son conseil d'administration. Souvent, le conseil d'administration est laissé à des personnes indépendantes. Puis le CEO, le Chief Operating Officer, reste. C'est lui qui opère dans la vie de tous les jours. Mais non, pour avoir travaillé chez Tesla, Elon a toujours été très,
hands-on. C'est un gars qui est impliqué dans pas juste son entreprise, ses entreprises. On se demande si c'est un robot ou s'il y a des clones de lui. Mais non, ultimement, je pense pas que c'est un gros impact pour les opérations de Tesla pour les années à venir. Mais c'est intéressant, toute la saga avec le SEC américain. Je pense qu'il y a des frustrations, il y a des choses que Elon aimerait adresser. Mais non, au niveau opérationnel, je pense pas que ça va avoir un impact. Sauf que on peut peut-être tous souhaiter qu'il soit un petit peu moins actif sur Twitter. Je pense que ça peut juste être bon pour tout le monde. Oui, je pense que tu as raison. Les réseaux sociaux, mettons que c'est pas donné à tout le monde. Ça prend beaucoup de tact pour éviter des dérapages. Écoutez, merci beaucoup pour votre partage ce soir, messieurs. Donc, Renaud-Pierre Bérubé et Alan Mingan, tous les deux, merci infiniment pour votre participation au podcast. Hey, merci beaucoup, Martin. Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 $ plus taxes sur le prix affiché au financement d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richmond, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas dans le monde de l'électromobilité. Grosse nouvelle aujourd'hui, le réseau Flow et ChargePoint qui s'unissent pour offrir un service unifié à grandeur de l'Amérique du Nord. Pour en parler, j'ai la chance d'avoir avec moi Louis Tremblay, qui est président de Add Energy, la compagnie derrière le réseau Flow. Bonjour Louis. Monsieur Archambault, bonjour. Écoutez, c'est une grosse nouvelle que vous nous avez appris là aujourd'hui. Deux gros réseaux qui s'unissent pour offrir un service intégré à la grandeur de l'Amérique du Nord. Donc, j'aimerais peut-être que tu puisses nous en parler un petit peu plus. Oui, puis peut-être dire d'emblée ce qui est important, surtout dans l'annonce d'aujourd'hui, c'est que le tout est opérationnel à partir d'aujourd'hui. C'est une première en Amérique du Nord. On a vu plusieurs annonces dans le passé. Disons, ça fait 10 ans qu'on est en affaires. Nous, on en a vu beaucoup annoncer des partenariats qui ne se sont jamais concrétisés. Nous, c'est opérationnel. Ça fait au-dessus de 18 mois, presque 2 ans qu'on est entré en discussion avec ChargePoint, qu'on a commencé le développement avec ChargePoint pour mettre en place une entente d'itinérance entre les deux réseaux. Puis je fais un parallèle avec les télécoms pour que les gens comprennent bien. Quand vous partez du Québec avec votre téléphone cellulaire et votre abonnement sur Bell, vous arrivez à San Francisco. Votre téléphone fonctionne sur le réseau d'AT&T parce que AT&T et Bell ont une entente justement d'itinérance entre les deux. Fait que si jamais vous avez un problème à San Francisco, vous n'appelez pas AT&T, vous allez appeler Bell qui est votre fournisseur de services. Donc, l'annonce qui est faite aujourd'hui d'interopérabilité ou d'itinérance, c'est à peu près la même chose. Fait qu'aujourd'hui, les Québécois, les Canadiens ont accès avec l'application mobile de Flow ou l'application mobile de ChargePoint aux deux plus grands réseaux. Fait que sur les mêmes applications, vous avez toutes les mêmes bornes. La beauté de la chose, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir deux comptes. Ça, c'est très particulier parce qu'en ce moment, aux États-Unis, si vous vouliez pouvoir accéder à plusieurs réseaux, ça vous prenait des comptes différents. Depuis 2014, c'est important de le mentionner, le circuit électrique d'Hydro-Québec et Flow, le réseau d'Add Energy, sont interopérables. Ça veut dire qu'un membre de Flow a accès au circuit électrique et un membre de circuit électrique a accès au réseau Flow. Puis depuis 2014, c'est accessible à partir de l'application mobile et à partir des cartes. Aujourd'hui, ce qu'on a annoncé ne permet pas avec les cartes, par exemple Flow, d'accéder aux bornes ChargePoint ou avec les cartes ChargePoint d'accéder au réseau Flow.
En ce moment, on parle d'une interopérabilité au niveau des applications mobiles. Puis il y a toutes sortes de technicalités, puis je ne veux pas embarquer là-dedans aujourd'hui, mais c'est simplement de dire, par exemple, que si vous utilisez l'application mobile Flow, que vous localisez une borne ChargePoint, vous vous présentez en face de la borne ChargePoint, vous pouvez accéder à la borne en cliquant sur un bouton d'activation. Et l'inverse également, mais les cartes ne fonctionnent pas présentement. Est-ce qu'elles vont fonctionner? C'est une grande question. Je peux vous dire qu'on est en discussion présentement. Je ne peux pas donner plus d'informations, mais l'annonce qu'on fait aujourd'hui, oui, c'est une annonce de 2 compétiteurs, si vous me permettez. Le deuxième plus grand réseau en Amérique du Nord, Flow, le premier réseau au Canada, et le premier réseau aux États-Unis, ChargePoint, qui s'unissent d'une certaine façon, donc des compétiteurs qui ont souhaité collaborer. D'accord. Et Louis, une question qui est revenue souvent là, dans les derniers jours par des membres là, qui nous posaient des questions. On sait que Flow et le circuit électrique, c'est des réseaux interopérables. Donc, quelqu'un qui a une carte, par exemple, du circuit électrique peut démarrer les bornes du réseau Flow et vice-versa. Donc, étant donné qu'aujourd'hui, on annonce une entente entre Flow et ChargePoint, est-ce que ça veut dire que quelqu'un pourrait, par exemple, utiliser l'application du circuit électrique pour démarrer une recharge ChargePoint? Oui, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que les réseaux sont complètement dissociés. Même si AdEnergy fournit des solutions de recharge au circuit électrique et à Flow, c'est 2 entités complètement indépendantes. Aujourd'hui, l'annonce n'a rien à voir avec le circuit électrique. C'est vraiment une annonce Flow et ChargePoint. Et Louis, si je ne m'abuse, c'est-à-dire que cette annonce-là vise uniquement l'utilisation des applications mobiles et non pas l'utilisation des cartes. Donc, si je prends ma carte, ma petite carte là, à puce là, du réseau Flow et que je vais sur une borne ChargePoint, ça ne fonctionnera pas. Ça prend absolument l'application mobile. Tout à fait. Donc, si je vais aux États-Unis, ça veut donc dire que je dois m'assurer d'avoir mon téléphone mobile qui est fonctionnel aux États-Unis. Donc, je peux l'utiliser parce que la carte ne suffira pas. Je dois avoir des données sur mon cellulaire pour être capable de démarrer la recharge. Exactement. Également, de ce qu'on en comprend, ça veut dire que, par exemple, si je suis au Vermont, par exemple, et que j'utilise mon application du réseau Flow pour démarrer une recharge sur une borne ChargePoint, et qu'à l'endroit où je me trouve, c'est, mettons, $1,75, je ne serai facturé qu'$1,75 US, là, en dollars canadiens, aucun frais ajouté. Tout à fait. Il n'y a pas de frais d'itinérance ou de roaming pour le moment. Donc, si je résume, vous ramassez les sous pour ChargePoint quand les Américains viennent ici. Les Américains de ChargePoint ramassent nos sous quand un membre du réseau Flow utilise les bornes là-bas. Puis après ça, ben, vous faites vos comptes à la fin du mois ou de l'année, puis chacun donne à l'autre ce qu'il lui doit. Exactement. Puis l'objectif, c'est de remettre les taxes dans l'État, dans la province où est-ce que vous êtes là. Puis c'est ce qui va être fait avec l'entente qu'on a fait, le protocole de communication qu'on a mis entre les 2 serveurs des 2 réseaux. Évidemment, je ne te cache pas que c'est une excellente nouvelle que tu nous apprends là. C'est quelque chose qui revient souvent, ça, le fait que, bon, est-ce que je dois avoir plusieurs cartes? Ici, au Québec, on est chanceux, là. Il n'y a pas trop de réseaux. Puis en plus, avec votre entente avec le circuit électrique, on n'a pas besoin de s'en garder beaucoup, mais quelqu'un qui voyage un peu, qui va en Ontario, qui va aux États-Unis, pouvait avoir plusieurs cartes. C'est vraiment un enjeu important, là, d'être capable d'unifier les réseaux et d'avoir une seule carte. Oui, et mon plus grand souhait, c'est de le faire avec l'ensemble des réseaux en Amérique du Nord pour simplifier la vie aux utilisateurs de Flow. Écoute, je vais être un petit peu baveux, puis je vais en profiter pour te reposer une question que je t'ai posée lorsque je t'ai interviewé il y a de cela plus d'1 an, parce qu'elle me revient souvent, cette question-là. Pourquoi, nous, au Québec, on ne peut pas faire ça simple puis payer avec une carte de crédit, alors que, par exemple, aux États-Unis, on arrive à certaines bornes, ChargePoint, entre autres, où on peut prendre notre carte de crédit puis payer notre recharge à l'utilisation. Pourquoi ici, il faut mettre de l'argent sur une carte pour être capable de travailler? C'est une excellente question, puis ça ne me dérange pas d'y répondre encore une fois, Martin. Je pense que c'est important que les gens comprennent. C'est pas un désir que nous, on veut pas. C'est que les règles de paiement de carte de crédit, à l'inverse des États-Unis, sont très strictes ici, au Canada, un peu comparables à l'Europe, qui amène le côté très strict et amène, oui, je pourrais avoir des lecteurs de carte de crédit sur tous les bornes. Par contre, il y a un coût très élevé à avoir les lecteurs. Et l'autre chose, c'est pas juste un coût d'avoir le système de paiement à la borne, c'est d'être capable de faire les mises à jour. Puis si vous regardez aujourd'hui,
que ce soit des guides de stationnement ou des systèmes de paiement dans les restaurants, c'est des systèmes qui sont upgradés. Le matériel est changé, si ce n'est pas de façon annuelle, à tous les 2 ans, et les logiciels sont mis à jour. Et c'est des coûts dispendieux, surtout si on les compare à l'opération de recharge. Une borne de recharge, là, les meilleures bornes de recharge niveau 2 vont générer quelques dizaines de dollars par jour. On ne se compare pas à une station essence, encore une fois, une guérite de stationnement ou à un terminal de paiement dans un restaurant qui génère des milliers de dollars par jour. Fait que ça devient difficile pour nous d'augmenter le coût de nos bornes et les coûts de gestion des bornes qui devraient inclure les mises à jour pour faire en sorte que nos clients propriétaires de bornes puissent avoir des transactions conformes selon les règles canadiennes à un coût qui est compétitif. C'est uniquement pour ça que nous, on est arrivé avec des façons imaginatives d'utiliser le téléphone que tout le monde a, que tout le monde change aux 3 ans. Donc, il y a une mise à jour qui se fait où est-ce que les gens peuvent payer par carte de crédit sans être membres, mentionnons-le, avec l'application de Mobile Flow à la borne. Et c'est juste pour ça, c'est pas un désir de notre côté de faire les choses, disons, à notre manière. C'est juste une question de rendre la recharge démocratisée. Si j'augmente de quelques centaines et plus mes bornes et que j'augmente les coûts annuels de quelques centaines, ben ça va nuire à la compétitivité, disons-le comme ça. Louis Tremblay, chef de la direction chez AdÉnergie, merci beaucoup pour cette excellente nouvelle et évidemment pour le temps que tu as pris aujourd'hui pour renseigner les auditeurs du podcast. Donc, merci beaucoup, Louis. Excellent. Merci beaucoup, Martin. Voici rapidement les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Simon-Pierre Rioux donne une conférence Véhicule électrique 101, c'est à la bibliothèque Aline Piché de Trois-Rivières le 2 novembre prochain. Le Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe, 2, 3, 4 novembre 2018, c'est au centre BMO, 2730 avenue Beauparlant à Saint-Hyacinthe. Un gros show, si vous voulez voir des autos en masse, c'est l'endroit à aller. Une autre conférence de Simon-Pierre Rioux sur les véhicules électriques 101, c'est le 15 novembre à la bibliothèque Roland-Leblanc sur la rue Savaria à Saint-Basile. Cette fois-ci, c'est moi qui vais donner une conférence véhicule électrique 101 le 22 novembre à la bibliothèque de Saint-Luc au 347 boulevard Saint-Luc à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEQ remercie tous les collaborateurs, particulièrement Renaud-Pierre Bérubé, Aline Mingan et Louis Tremblay pour leur participation aujourd'hui. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toute question concernant l'émission peut être envoyée à martin@aveq.ca et toutes les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association sont envoyées à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir toute la documentation de l'AVEQ, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca/silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.